26 minutes 100% digital, c'est notre pari tous les dimanches. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Hightech 221. Des idées de commerce, nous en avons tous les jours, mais le plus grand problème reste de trouver un fournisseur. Nous avons trouvé une solution. Soft Trading est une plateforme dédiée à tout ce qui est vente en gros en ligne. Que vous voulez des vêtements ou même des articles venant de la Chine, Sophie Ndiaye vous livre. Soft Trading est une plateforme digitale. Nous sommes spécialisés dans le B2B, c'est-à-dire nous sommes spécialisés dans la vente en gros. D'accord. L'idée derrière, c'est d'aider les petits commerçants à acheter des bagages depuis la Chine et à moindre coût. Voilà. Donc, notre spécialité, c'est la vente en gros, en fait. Nous revendons aux revendeurs. Si vous entrez sur le site, il y a un minimum de commandes à respecter, minimum de commandes et également un minimum de quantité qu'il faut respecter pour acheter. Donc, c'était une précision que je voulais faire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui entrent sur le site et qui me disent « Sophie, je vais acheter en détail, je vais acheter ce truc, mais une pièce et tout. » Mais notre cible, c'est les revendeurs, c'est les grossistes. Nous touchons du tout en fait, de la beauté, mode pour hommes, femmes, enfants, des machines, des produits électroniques, voilà, nous sommes dans du tout. Et si la personne ne trouve pas ce qu'elle cherche dans le site, elle peut faire une demande de devis. Voilà, et nous dire qu'est-ce qu'elle veut, combien de pièces et son budget. Et nous allons chercher ça pour elle. D'accord. Notre particularité, c'est le contrôle qualité. D'accord. Parce que c'est ce qui fait qu'on nous recommande à chaque fois, c'est ce qui fait qu'on fidélise nos clients. Parce que les gens ont tendance à dire que les produits qui viennent de la Chine, c'est pas bon, c'est du bas de gamme et tout, alors que tu peux trouver de très très bonne qualité là-bas. Il suffit d'y mettre le prix. Maintenant, nous, ce qu'on fait, c'est connecter le client aux usines. C'est-à-dire, nous sommes une facilitatrice d'achat. Et je disais tantôt, on fait un contrôle de qualité. Les bagages, les marchandises qu'on achète pour le client, on ne fait pas l'expédition si on juge que la qualité est low. D'accord. Donc, c'est le plus qu'on apporte. En plus de ça, chaque client qu'on fournit des bagages, nous l'aidons à écouler ses marchandises. Nous l'aidons également à développer son réseau avec des tics en marketing digital. D'accord, nous avons une page Instagram, nous sommes également sur Facebook et nous sommes également sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux à part Twitter. D'accord, je suis en partenariat avec Innov Digital et c'est eux qui gèrent le côté community management, le côté marketing pour Soft Trading. Maintenant, l'idée de base, ce n'était pas de vendre en ligne en fait. C'est venu au fur et à mesure que je développe le business parce que Soft Trading, je l'ai créé en 2018, juste comme ça à la demande des clients. Parce que je fais mes études en Chine, d'accord. Et avant de partir, j'avais pas mal de personnes qui me connaissaient ici à travers les groupes Facebook, un groupe que j'ai appelé Femmes Leaders, que j'avais créé depuis 2015. Donc j'avais pas mal de personnes qui me connaissaient là-bas. Et après que j'étais partie en Chine, beaucoup de personnes me contactaient pour me dire Sophie, je veux ça, Sophie, je veux ça, je veux acheter, mais les prix ne sont très exorbitants et tout. Et je me suis dit pourquoi pas. J'ai commencé par accepter leurs commandes et chercher ces produits pour eux. Au fur et à mesure, ces mêmes personnes me recommandaient à d'autres personnes. Et après, je ne pouvais plus gérer tout ça sur WhatsApp. C'était pas du tout professionnel pour moi et ça me prenait énormément de temps avec les études. Et vous savez que nous sommes dans l'ère du digital. Qu'on le veuille ou pas, c'est un peu difficile d'exploiter ça au Sénégal, mais bon, nous y sommes. Et je me suis dit, je vais créer un site où le client va trouver toutes les informations là-bas, tous les produits et ils vont passer leur commande là-bas. Ça sera plus facile pour moi. Donc c'est venu avec le temps, juste pour mieux organiser mon travail. Digitaliser les papiers d'état civil, c'est la solution qu'offre Medop. C'est un logiciel créé par des jeunes Sénégalais pour éradiquer tout ce qui est perte des documents civils. Écoutons Mohamed Tine.
Oui, le logiciel, nous avons conçu un logiciel web qui s'appelle MEDOC, qui a été conçu dans le but de pouvoir pallier les problèmes qui sont liés aux activités des états civils du Sénégal, parce qu'on a pu constater qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont liés aux activités des états civils du Sénégal, surtout les problèmes d'extrait de naissance, les problèmes de déplacement, et les problèmes de perte d'extrait de registre et les fraudes aussi qu'on constate au niveau des états civils du Sénégal. Aussi, même au niveau de Diourbel, il y a énormément de pertes d'extrait de naissance, même il y a des élèves même qui risquent de ne pas faire les examens ou bien de ne pas faire les examens de baccalauréat à cause des faux extraits de naissance. Donc on a pu penser sur tous ces problèmes, on a pu penser pourquoi pas de mettre en place un logiciel, c'est-à-dire qui va permettre aux gens de pouvoir se munir de leurs extraits de naissance, même le casier judiciaire sans pouvoir se déplacer, c'est-à-dire en le faisant en ligne, online. Sur ce logiciel, il y a deux interfaces. Il y a l'interface utilisateur et l'interface administrateur. C'est-à-dire l'utilisateur aura un compte, c'est-à-dire ce qu'on appelle un compte utilisateur. Il y a aussi l'interface administrateur qui est séquencée à deux. C'est-à-dire il y a l'officier et les agents de l'état civil. C'est-à-dire l'officier aussi a un compte. C'est-à-dire l'agent de l'état civil aussi aura un compte. C'est-à-dire l'officier pourra voir toutes les demandes qui ont été effectuées visant toutes les demandes qui ont été effectuées, c'est-à-dire pour les extraits de naissance. Maintenant, les agents vont aussi pouvoir traiter les demandes vis-à-vis qui viennent des utilisateurs. Donc le logiciel, ça marche selon ces deux principes. C'est-à-dire l'utilisateur va créer un compte. Sur ce compte, il mettra ses informations personnelles, c'est-à-dire son nom, prénom, date et lieu de naissance et son numéro d'extrait. Au cas où il a besoin d'un extrait de naissance, il va tout simplement entrer sur son compte, c'est-à-dire faire son mot de passe et pouvoir avoir accès sur les demandes. C'est-à-dire est-ce qu'il aura besoin d'un extrait de naissance ou bien est-ce qu'il a besoin de casier judiciaire. Donc il va faire la demande selon ses besoins. Donc, et après remplir, s'il s'agit d'un extrait de naissance, il va remplir tout simplement, c'est-à-dire son numéro d'extrait. Après ça, l'administrateur, c'est-à-dire l'autre partie, c'est-à-dire l'agent d'état civil ou bien l'administrateur ou bien l'officier de l'état civil, lui, il aura toutes les informations relatives à l'utilisateur parce qu'il a déjà rempli son numéro d'extrait de naissance. Donc là, il aura son prénom, nom, date et lieu de naissance, c'est-à-dire le nom de sa mère et de son père. Là, il pourra traiter la demande et lui envoyer, c'est-à-dire selon ses options de retrait. Donc, on a pu discuter avec certains maires, c'est-à-dire avec certains maires, le maire de Diourbel, en plus aussi le maire de la commune de Mewan, qui est M. Bardiaï. On a pu avoir des consensus avec eux. Ils ont apprécié aussi la solution qu'on a pu apporter. Aussi, ils ont dit prêts aussi à travailler avec nous, aussi à signer des conventions. Mais depuis lors aussi, ils nous avaient mis en contact avec le directeur général des états civils du Sénégal. Donc c'est avec qui on devait discuter sur ça, aussi sur certaines problématiques et les questions de sécurité. Donc les perspectives de MEDOC, c'est de mettre à la disposition des Sénégalais, c'est-à-dire des plateformes qui vont leur permettre de simplifier certaines activités. C'est-à-dire de faire les activités sans pouvoir se déplacer. Parce que nous sommes dans un monde digital et dans un monde connecté. Donc pourquoi pas de pouvoir permettre certains utilisateurs avec certains problèmes de déplacement et les contraintes. Parfois vous allez voir certains gens ou bien même des étudiants qui veulent faire des concours. Mais le problème, c'est comment se déplacer au niveau de leur localité ou bien au niveau de leur commune et faire les demandes d'extrait et revenir déposer les concours. Et ça va prendre du temps. Maintenant, pourquoi pas de mettre à leur disposition des plateformes qui vont simplifier tous ces déplacements et leur permettre de pouvoir faire tout en ligne et même recevoir les extraits de naissance en ligne, aussi faire c'est-à-dire le concours ou bien la demande rapidement sans pouvoir se déplacer. Vous avez sûrement à la maison des enfants entre 3 et 10 ans qui maîtrisent à merveille les téléphones, les ordinateurs ou même les tablettes. Avant même de savoir lire ou écrire, ils les maîtrisent. Mais est-ce que l'utilisation précoce de ces objets n'atteint pas leur éducation? Nous vous avons posé la question. Pensez-vous que laisser les enfants utiliser très tôt les téléphones et tablettes peut jouer sur leur éducation? Bien sûr, parce que des fois, l'utilisation tôt
des portables peuvent avoir des conséquences, surtout sur les enfants. Les dégâts qu'ils font, c'est plus nombreux que dans le cadre positif. Bon, d'une part, je peux dire que ça peut influencer les enfants positivement comme négativement. Sur le plan positif, je peux dire que ça peut influencer l'enfant à augmenter ses connaissances vis-à-vis pour améliorer son éducation. Et comme ce sont des enfants, ils n'ont pas encore d'expérience sur la vie. Ils ne savent pas ce qui est bon et ce qui est mauvais. Pour le côté négatif, ça peut influencer l'enfant à suivre un mauvais chemin. Donc, et cela, aucun parent ne le souhaite d'ailleurs. Parce qu'il y a des parents qui disent que aussi c'est juste pour booster la curiosité ou bien l'intelligence de l'enfant. Mais juste qu'ils ont oublié quelque chose, que certaines curiosités, ça peut mener à la perte des enfants. Comment les parents devraient surveiller les enfants sur Internet? Eux qui ont l'accès à l'Internet, eux qui savent comment et qu'est-ce qui se passe dans l'Internet. Les parents doivent suivre leurs enfants avec maturité. Il y a des choses qu'on publie dans Internet que les enfants de moins de 10 ans ne doivent pas voir. Une vérification, par exemple, quotidienne ou bien quelque chose comme ça, ou bien limiter leur Wi-Fi ou bien limiter leur accès sur certains sites. Ou de vérifier ce qui se passe réellement sur les téléphones portables ou les tablettes. Parce que ce sont des enfants de 5 à 10 ans. Les enfants ne savent rien. Améliorer ses connaissances vis-à-vis son éducation de ce genre. Raison pour laquelle la majeure partie des parents préfèrent donner leurs enfants des téléphones portables à bas âge. Téléphone, ordinateur, tablette, console, autant d'outils numériques qui font aujourd'hui partie de notre quotidien et celui de nos enfants. Attirés par ces outils dès leur plus jeune âge, ils ont accès de plus en plus tôt à ce mode virtuel, ce qui génère parfois plus de conflits et d'inquiétudes au sein des familles. Est-ce que le fait que les enfants jouent de plus en plus en ligne peut changer les générations dans le futur? Bien sûr, ça peut changer la génération future. Parce que le fait que les enfants passent tout leur temps à jouer sur leur téléphone portable, ils se détachent de leurs parents, ils se détachent vraiment de leurs valeurs. Ils ne savent plus ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Je ne pense pas, parce que comme on le dit, chaque personne est maître de ses actes. Donc un enfant peut jouer les antiques pour recueillir des informations positives, pour améliorer son intelligence, sa culture générale. C'est pas adéquat quoi. Voilà. Et je pense que aussi c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire quoi. Voilà. Mais l'utilisation, le fait que les enfants jouent en ligne, ça peut amener des catastrophes. Donc je pense que les antiques, d'une part, peut influencer les enfants à faire certains actes, comme il peut les aider à faire des actes nobles pour mieux connaître leurs valeurs. Ils prennent des distances avec leurs parents. Ils n'ont plus le temps que leurs parents les éduquent ou leur disent ce qu'ils devraient faire ou ce qu'ils ne devraient pas faire. Donc c'est une mauvaise chose que les enfants passent tout leur temps à jouer sur l'Internet. Comment réussir à insérer la technologie dans l'éducation des enfants de façon positive? Ça dépend du pays. Voilà, et ça dépend aussi des méthodes choisies. Maintenant, on a la possibilité de réussir nos exercices. On a la possibilité de voir ce qui se passe vraiment sur l'Internet et sur l'éducation. Parce que même ici, à l'école que nous fréquentons, même on utilise les intiques parce que des fois, le professeur, en faisant cours, il ne fait que des projections. Créer des plateformes. On peut créer des machines où le Wi-Fi est limité pour certains sites aussi. On a même commencé à ajouter les leçons, voilà, créer des applications qui permettent aux enfants de faire des calculs. Ce sont comme des jeux. Je pense qu'à ce côté, ça peut permettre aux enfants de bien une éducation, voilà. Les tablettes et les smartphones étant encore récents, la recherche pédiatrique ne dispose pas encore de données permettant de prendre une position claire et cohérente sur la question. Bien que de nombreuses études suggèrent qu'il pourrait y avoir un lien entre le temps passé devant un écran et le cerveau des enfants. Selon vous, quel est l'âge idéal pour qu'un enfant ait un téléphone ou une tablette personnelle? Pour moi, il faut avoir 10 ans. 10 ans plus pour avoir accès au téléphone portable. À n'importe quel moment, le parent peut donner son enfant des téléphones ou de ce genre. Ce que je propose, moi, je pense qu'après le bac. 16 à 18 ans, normalement. 18 ans, oui. Moi, je me dis que ça dépend de l'intelligence de l'enfant seulement.
permettre à l'enfant de se divertir qu'on lui donne un téléphone portable à l'âge de 5 ans ou 4 ans, genre. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. De préférence, je préfère plutôt que ce soit les élèves qui fréquentent les établissements et autres qui pourront profiter de l'occasion d'avoir des téléphones portables pour avoir plus d'accès à l'Internet. On peut donner d'autres choses à l'enfant qui lui permettent de se divertir et d'ouvrir et pour qu'il ait un esprit ouvert. Les enfants doivent explorer activement leur environnement et ne pas être sédentaires, en tirant la quasi-totalité de leur stimulation des écrans et en ne le développant pas leur corps par des jeux physiques. En ce moment, il est impossible de ne pas utiliser les gadgets électroniques. Il faudra juste régner à l'utilisation au type de sites et de jeux vidéo consultés par nos enfants. Lui, elle et lui là, qu'est-ce qui les lie? Ils n'ont pas les mêmes passions, ne partagent pas les mêmes objectifs ni les mêmes besoins, mais ils ont en commun quelque chose qui les unit. Ils font tous confiance à l'opérateur numéro 1 du Sénégal, numéro 1 sur le réseau, numéro 1 sur la fibre et numéro 1 sur la diversité des offres avec le Calpé Orange Money, la 4G+, et l'Internet pour tous, des services qui les rapprochent. Ils sont tous chez Orange. Merci d'être 11 millions à nous avoir choisis. Nous sommes fiers de continuer à donner vie à notre plus grande promesse, vous rapprocher. Rejoignez-nous. Orange. Alors bonjour à tous, ravi de vous retrouver encore pour vous parler du jeu de mise préféré des Sénégalais, Megawin 22-7-22. Alors Megawin, comme vous le savez, donc c'est un jeu de mise qui permet aux souscripteurs à partir d'un pass journalier de 150 francs ou d'un pack turbo de 300 francs jour de pouvoir gagner par tirage au sort chaque jour 100 000 francs, chaque semaine 1 million de francs CFA, chaque trimestre une Toyota Starlet par CFAO et cerise sur le gâteau en fin d'année, une villa Calia de 365 m². Alors n'attendez plus rien, tapez tout de suite dièse 111 dièse 228 dièse ou simplement envoyez WIN au 22-7-22. Nous remercions et nous réitérons nos félicitations aux deux premiers gagnants des Toyota Starlet by CFAO. Il s'agit de Molo Taha Amar qui a gagné la première voiture du tirage du mois de mars. Ensuite, M. Papa Atoman Gueye, originaire de la région de Thiès, qui a gagné la deuxième Toyota Starlet. Et rendez-vous dans quelques semaines pour le tirage de la troisième voiture, la troisième Toyota Starlet by CFAO. N'oubliez pas, la belle villa Calia attend toujours son prochain gagnant. Donc, win au 22-7-22 ou tapez le dièse 111 dièse 228 dièse. Méga win, plus tu joues, plus tu gagnes. Je vais vous présenter un objet que tous les étudiants se bousculent pour avoir. Scan Marker, c'est un souligneur électronique qui scanne directement les textes sur votre téléphone et traduit à plus de 40 langues. Donc si vous avez la paresse de recopier, c'est ce qu'il vous faut. Utilisez Scan Marker pour numériser instantanément des notes vers votre ordinateur, smartphone ou tablette. Numérisez et modifiez vos notes en mode nomade. Scan Marker est doté d'un design ultra portable et numérise sans fil via une connexion Bluetooth. La technologie de pointe brevetée offre une reconnaissance de plusieurs langues remarquablement rapide et précise. La conception ergonomique légère et durable facilite la numérisation sans effort. SwitchBots transforme tous vos matériels électroniques en objets connectés. Il marche à l'aide d'une application, il peut vous faire un café, changer la télé ou même fermer vos portes. SwitchBot allume et éteint mécaniquement tout interrupteur ou bouton minuteur programmable contrôlé par une application avec une base Hub compatible avec Alexa et Google Assistant. Le bouton connecté SwitchBot est livré dans un packaging rouge et blanc qualitatif et très bien imaginé. Il est assez épais et protège relativement bien les appareils qui est également mis en valeur à travers une fenêtre cachée par un rabat. Il vous permet d'avoir une vue sur les produits, c'est assez rare et bien vu. S'il y a un domaine du web qu'on ne présente plus, c'est le community management. Aujourd'hui, on parle de la personne qui exerce ce métier, le community manager. Et pour en parler, je vais recevoir Mohamed qui a déjà exercé en tant que community manager. Bonjour Mohamed. Bonjour. En tout cas, on est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter à nos chers téléspectateurs. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Mohamed Si, je suis professionnel digital et créateur de contenu tech.
Alors Mohamed, on ne va pas revenir sur la définition du community manager ou en tout cas du community management, je pense que c'est déjà fait. Mais je veux juste que tu reviennes en fait sur les rôles d'un community manager. Alors, le community manager a plusieurs rôles, comme on le sait. Aujourd'hui, son rôle de base, en fait, c'est de créer une communauté. Parce que, comme vous le voyez aujourd'hui, une marque, en fait, a besoin de communauté pour soutenir, en fait, son expansion sur le web. Et au-delà de ça, cette communauté-là, il va falloir l'animer, créer du contenu pour cette communauté-là, de sorte à ce que cette communauté-là puisse s'approprier les produits, les services qui sont proposés par la marque ou la personnalité publique en ligne, mais également que le community manager puisse être en mesure quand même de les fidéliser à travers des jeux concours qui sont organisés, etc., pour animer la page. Pour être community manager, certes, il faut des compétences, mais je vais juste parler de la formation parce qu'on a l'impression en ce moment au Sénégal que être community manager, en fait, c'est le métier de la dernière chance. Ça peut se comprendre, il y a beaucoup de chômage, mais est-ce qu'on peut être community manager, en fait, sans formation? Alors, pour moi, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même s'il s'agit d'une formation en autodidacte, il faut la faire en fait pour être community manager. Et il y a des compétences de base qu'il faut avoir, c'est par rapport à la rédaction web, par rapport à la maîtrise de soi surtout, parce qu'aujourd'hui, si on regarde un peu ce qui se fait sur le web, il y a beaucoup d'attaques qu'on subit. Hein, il y a une manière propre en fait à un community manager de répondre à un client. Exact. Donc ce sont des choses que l'on apprend, soit online, soit en classe ou autre chose, mais il va falloir l'apprendre en fait pour pouvoir le pratiquer. Donc ça, c'est dans l'immédiat. Et justement, en fait, hors de la formation, quelles sont les compétences et acquis, que ce soit en fait professionnel ou personnel, qu'un community manager doit avoir? Alors, il faut savoir déjà écrire pour le web, parce que pour écrire pour le web, il faut toujours en fait prendre en compte l'aspect qui est l'attente en fait de la communauté, parce qu'aujourd'hui la communauté a une façon d'attendre la marque ou la personnalité publique sur le web. Et l'autre aspect également qu'il faut avoir, c'est aujourd'hui le community manager doit maîtriser comment lui il gère en tant que personne ses émotions et comment il peut transcrire en fait l'image de la marque sur le web. Donc ça, c'est des compétences de base à avoir. Au-delà de ça, il va falloir savoir comment créer une communauté, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut ne pas créer une communauté. Créer une communauté est propre à des valeurs le plus souvent, d'accord? Parce qu'une marque, par exemple, a des valeurs. Donc, ce sont ces valeurs-là que la personne en elle-même doit avoir avant de pouvoir les transmettre sur les différentes plateformes. Exact. Donc, pour moi, ça, c'est des compétences essentielles qu'un community manager doit avoir. Et justement, en parlant des marques, aujourd'hui, lorsqu'on fait un contrat, un CM, on entend plutôt dire, les clients vont dire, je veux en fait avoir un community manager pour avoir plus de ventes. Est-ce que c'est au community manager en fait d'atteindre des objectifs marketing? Alors oui, le community manager doit atteindre des objectifs marketing, hein, comme tout métier. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait quelque chose, il va falloir mesurer à la fin ce qu'on a fait comme action. Et c'est ce qui nous permet de savoir où est-ce qu'on en est par rapport aux objectifs qui sont fixés en amont. Donc le community manager, c'est vrai qu'il est sous la responsabilité du social media manager, mais il doit atteindre des objectifs en fait pour permettre au social media manager de faire le reporting après, à la fin de tout ce qui est action digitale. Et justement, tu parles en fait de social manager. Est-ce que tu peux juste revenir sur ça parce que beaucoup de personnes ne font pas la différence entre un community manager et un social manager? Alors le social media manager, en fait, il est un stratège. C'est lui qui met en place la stratégie, c'est lui qui met en place en fait tous les guidelines pour que le community manager puisse savoir par où passer pour atteindre les objectifs qui sont fixés. Donc, le community manager, lui, il est sur l'opérationnel. D'accord. Il est sur l'opérationnel, c'est lui qui met en pratique en fait le plan de com digital qui est décliné par le social media manager. Exact. Et juste en fait une dernière question, parce que moi je te suis sur les réseaux, je pense que beaucoup vont te reconnaître à travers la télé. On te voit, tu es assez actif, tu fais des formations. Quelle est en fait ta vision en ce moment du métier du community manager au Sénégal? Alors, le métier est devenu un métier fourre-tout maintenant, effectivement, parce que chacun pense qu'il peut être community manager, mais comme on l'a dit, il faut des compétences de base. Au-delà de ça, avoir une formation, même si c'est une formation en autodidacte qu'on fait via les plateformes dédiées, et au-delà de ça, en fait, savoir que ce n'est pas un métier qui est ouvert à tous. Pourquoi? Parce qu'il va falloir en fait comprendre les enjeux qui y sont, et également comprendre quelles sont les attentes des marques, les entreprises, des personnalités publiques qui font appel à des community managers pour avoir un plus en fait par rapport à la communication digitale. Merci en tout cas Mohamed d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé toutes ces connaissances avec nos téléspectateurs. Je pense que beaucoup de jeunes vont te suivre et qui aimeraient être community manager. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Quant à nous, en fait, on va passer à Tech Tips. Aujourd'hui, on va vous montrer comment retrouver votre iPhone volé à partir de votre Mac. C'est tout de suite.
Si vous avez perdu un iPhone, il vous suffit d'utiliser l'app localisée sur un iPhone à partir d'un Mac, connecté avec le même identifiant Apple. Ouvrez l'app localisée, choisissez l'onglet Appareil ou Objet, sélectionnez ensuite l'appareil ou l'objet pour afficher sa position sur la carte. Si vous appartenez à un groupe de partage familial, vous pouvez voir les appareils de votre groupe. Choisissez Itinéraire pour ouvrir son emplacement dans Plan. Si vous activez le réseau localisé, vous pouvez voir la position de votre appareil ou de votre objet, même s'il n'est pas connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile. Le réseau localisé est un réseau anonyme et chiffré de centaines de millions d'appareils Apple qui peut vous aider à localiser votre iPhone. Je vais vous présenter un objet que tous les étudiants se bousculent pour avoir. Scan Marker, c'est un souligneur électronique qui scanne directement les textes sur votre téléphone et traduit à plus de 40 langues. Donc si vous avez la paresse de recopier, c'est ce qu'il vous faut. Utilisez Scan Marker pour numériser instantanément des notes vers votre ordinateur, smartphone ou tablette. Numérisez et modifiez vos notes en mode nomade. Scan Marker est doté d'un design ultra portable et numérise sans fil via une connexion Bluetooth. La technologie de pointe brevetée offre une reconnaissance de plusieurs langues remarquablement rapide et précise. La conception ergonomique légère et durable facilite la numérisation sans effort. SwitchBot transforme tous vos matériels électroniques en objets connectés. Il marche à l'aide d'une application, il peut vous faire un café, changer la télé ou même fermer vos portes. SwitchBot allume et éteint mécaniquement tout interrupteur ou bouton minuteur programmable contrôlé par une application avec une base Hub compatible avec Alexa et Google Assistant. Le bouton connecté SwitchBot est livré dans un packaging rouge et blanc qualitatif et très bien imaginé. Il est assez épais et protège relativement bien les appareils qui est également mis en valeur à travers une fenêtre cachée par un rabat. Il vous permet d'avoir une vue sur les produits, c'est assez rare et bien vu. C'était tout pour notre dose technologique de la semaine. Permettez-moi de remercier nos collaborateurs Art de Vivre pour cette magnifique boutique qui nous a servi de lieu de tournage, mais aussi Beauty & Gold pour cette magnifique coiffure, sans oublier ma maquilleuse préférée, Shigesam Glam. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre dose technologique 100% digitale. Bye!